Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. The state, the private sector, and youth empowerment or youth employment is at the heart of our discussion this day on youth empowerment. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to this new edition. With over 60% of Cameroon's population being young, the key challenge is turning this demographic strength into real economic opportunity. Government programs already support thousands of youth and help create hundreds of businesses. However, public action alone is not enough. The private sector, especially SMEs, play a vital role in job creation and innovation. Here in SET, we will discuss and examine how cooperation between the state and the private sector can generate sustainable employment for young Cameroonians. Hello, Constant. Salut Audrey, salut à nos téléspectateurs. Merci de faire confiance à PRC TV. Merci de regarder Dynamique Jeune pour parler de cette thématique au cordon de cet échange, à savoir l'État, le secteur privé et l'emploi jeune. Nous avons des panélistes et pour les présenter, nous allons directement à notre droite avec Madame Ban Stéphanie Inès, qui est donc chef de la division de la promotion de l'emploi au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Bienvenue sur le plateau, Madame. Merci beaucoup, Constant. Merci pour l'invitation. Voilà un thème qui est donc devant vous, l'État, le secteur privé et l'emploi des jeunes. Comment est-ce qu'on se l'approprie au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle? OK. De prime abord, lorsque j'ai lu le thème, lorsque le thème m'a été confié, j'ai directement compris que la problématique de l'emploi n'est pas nécessairement une problématique sectorielle. Lorsqu'on parle du secteur privé, on parle de l'État, on parle de la jeune, on comprend que c'est une problématique partagée où l'État, le secteur privé et même le jeune doivent travailler ensemble pour résoudre cet épineux problème de chômage des jeunes. Juste à côté de vous, il y a donc un jeune. Les jeunes aujourd'hui sont au cœur de ce débat. Lui, c'est Patrick Nwetiego J'arrive, président de l'Association camerounaise des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Vous êtes également chercheur en politique publique, en finance publique et promoteur de l'application REC. Merci Constant pour l'invitation et merci à PRC TV pour l'invitation. Effectivement, je suis le président de l'Association nationale des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Le thème, l'État, le secteur privé et l'employabilité des jeunes. Je dirais, comme la grande sœur le disait tout à l'heure, ce n'est pas juste une question sectorielle, c'est une question, j'ai envie de dire, d'équilibre national même, de stabilité nationale, la question de l'employabilité jeune. Donc voilà ce que je peux dire. All right. Thank you. OK. Juste en face de vous, il y a Dr Nomo Alinga Dorine Nicole, qui est chargée des cours d'économie à l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Bienvenue sur le plateau, madame. Merci Constant, merci pour l'invitation. Alors, la problématique au cœur du débat, l'État, le secteur privé et l'emploi jeune. Vous êtes universitaire. Expliquez-nous un peu ce qu'on doit comprendre par là. De prime abord, ce qu'on devrait comprendre, c'est que le problème d'employabilité des jeunes est un problème vraiment, une problématique vraiment très, très intéressante parce que la population active au Cameroun, elle est formée de 57% des jeunes. Alors que nous voyons que dans ce secteur, dans le secteur de l'employabilité, plus de 80% de ces jeunes sont dans le secteur informel, qui ne donne pas des perspectives durables aux jeunes, alors il y a un problème. Il y a un problème d'emploi, mais je dirais
un problème d'emploi décent. Parce que des emplois, il y en a, mais des emplois décents et productifs, c'est ça. C'est ça le véritable problème. Est-ce que ce n'est pas déjà, avant de parler du prototype d'emploi, est-ce que ce n'est pas déjà, la question n'est pas retrouvée dans l'adéquation entre la formation et l'emploi? Justement, c'est une problématique. Il faudrait renforcer la formation académique aux besoins réels des entreprises sur le marché. Ça, c'est une problématique vraiment que l'on devrait se pencher dessus. Avoir des programmes spécifiques à la demande de l'entreprise pour l'emploi des jeunes. À côté de vous, lui, c'est Moïse Zemen, qui est statisticien, économiste, essayiste. Voilà 3 termes qui se côtoient. Comment est-ce qu'on les entend? Déjà, merci Constant et merci à votre collègue Audrey pour nous avoir invités à cette importante émission. Bien entendu, il s'agit de ma profession de statisticien, c'est-à-dire en fait c'est le chirurgien de la société qui examine la société, voit ses problèmes et ainsi de suite, et le regarde sur le plan économique et communique avec les autres par les ouvrages, les articles. C'est pour ça Il faut dire que vous êtes, en le faisant, vous êtes directeur général du cabinet d'études La Tontinière Nationale. Effectivement, c'est le rôle de cette structure aussi, n'est-ce pas, de produire des études à la demande du tiers ou d'elle-même pour initier, pour proposer des solutions, n'est-ce pas, à tous les problèmes que nos sociétés rencontrent. Quand on parle de tontinière, on voit ici l'épargne. C'est quoi exactement, de façon concrète? Qu'est-ce qu'on fait? Vous apprenez comment on doit garder de l'argent pour investir? Oui, mais en fait, la tontinière nationale, vous allez parler de tontine maintenant, mais la tontine n'est pas simplement une affaire de tontine d'argent. N'est-ce pas? Il y a le tontine d'argent, il y a le tontine de travail aussi. Hein, qui fait, n'est-ce pas, où les gens... Et puis, il y a la tontine de trop. N'est-ce pas? Donc, vous avez raison, parce que la tontine nationale, cabinet d'études, était passée par une tontine nationale, société coopérative d'épargne et de crédit. Et après 20 ans, elle s'est mutée, n'est-ce pas, cette fois-là, fort de son expérience, en ce cabinet d'études, n'est-ce pas, où elle exerce en ce moment pour proposer ses services. Maintenant, pour la gouverne des téléspectateurs, il faut rappeler que vous avez passé 15 bonnes années dans les services du Premier ministre, à suivre les politiques, comment adresser les politiques publiques en faveur de l'emploi des jeunes, en faveur même du bien-être de la population en général. Dites-nous davantage, quand vous avez un thème comme celui qui vous est proposé aujourd'hui, à éclairer la lanterne des téléspectateurs, l'État, le secteur privé et l'emploi jeune. Oui, mais je trouve immédiatement le thème d'abord pertinent, en raison, n'est-ce pas, du fait que la jeunesse, c'est ce passage de tout le monde, et on l'a dit tout à l'heure, je crois Audrey l'a dit dans son introduction, plus de 60% de la population. Vous voyez, donc c'est une masse importante, il faut se préoccuper des questions qui sont liées à la jeunesse, d'une part, et c'est opportun. Il est opportun parce que, comme vous le savez, la politique, le mandat actuel, n'est-ce pas, du président de la République, n'est-ce pas, est placé, n'est-ce pas, sous le signe, n'est-ce pas, d'une priorité en faveur des jeunes, n'est-ce pas? Et puis, dans le cas de l'espérance, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous faisions aujourd'hui, hier et aujourd'hui, nous allons chercher à l'améliorer, n'est-ce pas, pour avoir davantage de meilleurs résultats. All right. Très bien, il faut dire qu'ils ne sont pas seuls, nous avons également des contributions au plateau. Yes, Constant, in order to enrich this topic we are discussing about, that is the state, the private sector, and youth employment, we have the National Employment Fund, which has been working on the field to help the youth get employment and create riches, among other things. So in a few seconds, we'll have Pierre Decapso, the Regional Director of the National Employment Fund for the Littoral region, to tell us what they do daily. Let's listen to him. Bien, c'est un thème déjà qui est très intéressant parce que le Fonds national de l'emploi interagit à la fois avec les entreprises et les chercheurs d'emploi. Comme vous le savez, pour promouvoir l'emploi, le FNE a développé 4 grands axes. Le premier axe qui est l'intermédiation, qui consiste à mettre des profils qualifiés à la disposition des chefs d'entreprise à partir des techniques de recherche d'emploi que nous leur apportons pour pouvoir mieux se présenter, connaître le marché de l'emploi, pouvoir passer une interview et répondre notamment aux questions celles que je vais vous poser tout à l'heure. Si je vous disais
Monsieur, je suis intéressé par votre profil, mais seulement vous êtes trop expérimenté. Que répondrez-vous? Ah, vous voyez, vous êtes un peu embarrassé. Donc, ça, c'est des techniques que nous apprenons donc aux chercheurs d'emploi pour pouvoir faire face aux chefs d'entreprise et bien vendre leur candidature. Nous avons également un axe qui est la formation professionnelle. C'est des formations qui sont développées de commun accord avec les chefs d'entreprise. Là, actuellement, nous venons de lancer une formation de 20 jeunes avec Camille Toyota. Et je peux vous assurer qu'à la fin de cette formation, au moins une dizaine pourront être retenus par cette structure. Donc, nous développons des programmes de formation donc, en partenariat avec le secteur privé. Nous avons un autre volet, le troisième volet, qui est le financement des projets dont nous accompagnons les jeunes entrepreneurs. Bien sûr, nous collectons, traitons et diffusons des informations sur le marché de l'emploi. Bien, c'était donc la contribution de M. Pierre Tekapso, qui est le directeur régional du Fonds national de l'emploi pour la région du littoral à Douala. Il a essayé de nous dire en quelques mots ce qu'est le Fonds national de l'emploi, cette structure étatique qui est donc mise sur pied par le chef de l'État pour adresser et regarder de près les problèmes d'intégration des jeunes dans le milieu socio-professionnel. Et sur le plateau, ici, nous avons Madame Stéphanie Inès, qui nous vient du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous êtes là-bas chef de division, en charge donc des questions de l'emploi. À écouter le monsieur du FNE, les problèmes, on vous pose directement la question, savoir comment est-ce qu'on adresse les problèmes de l'emploi jeune? Qu'est-ce que fait l'État pour s'approprier ces problèmes et comment est-ce qu'il les adresse de façon explicite sur le terrain? Merci pour la question posée. J'aimerais d'abord dire que l'État n'est pas le pourvoyeur principal. L'État ne crée pas des emplois, proprement dit. Il peut le faire, mais il ne crée pas des emplois. L'État ici est là pour mettre en œuvre la vision chef de l'État, comme je l'ai dit dans mon propos d'antan. Ça, c'est le rôle de votre ministère. Le rôle de mon ministère, oui. L'État également est là pour impulser et puis réguler. Le Fonds national de l'emploi est pour nous ici là le bras séculier en fait du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc, il implémente en fait les politiques que nous élaborons. Donc maintenant, qu'est-ce que nous mettons en place? Alors, quelles sont ces stratégies que nous mettons un peu en place pour promouvoir l'emploi des jeunes? Il y en a tellement. Je ne sais pas, je vais peut-être les présenter en réponse aux difficultés ou alors aux défis voilà la situation du marché de l'emploi. Donc, je vais dire déjà que pour ce qui est on a une première difficulté ici, c'est de la faiblesse de la création des emplois. Et même, je vais aller plus loin, la diversification même de l'économie. Peut-être qu'avant d'y arriver, il faudrait déjà commencer par poser la question de savoir ce qu'est véritablement l'emploi jeune. Parce qu'il y a sur le terrain deux thèmes qui s'entrechoquent. Oui. Il y a l'entrepreneuriat jeune et il y a l'emploi jeune. Is there a difference between both? Bon, je vais dire que quand on parle d'emploi jeune ici, l'emploi jeune, ça renferme déjà ce qu'on appelle l'emploi salarié. L'emploi salarié où les entreprises peuvent recruter et payer les jeunes. Ou alors où la fonction publique aussi recrute et puis paye. Et puis, vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle l'auto-emploi qui rejoint l'entrepreneuriat. Donc, l'auto-emploi, c'est que le jeune se met à son propre compte. L'entrepreneuriat, il entreprend, il peut recruter et tout, et se mettre un peu, comme on dit, créer des emplois formels, en fait. Donc, il y a cette petite différence-là que j'ai envie de faire. Donc, l'emploi des jeunes, il y a l'emploi salarié d'un côté, il y a l'auto-emploi. On va aller directement à côté de vous. Il est jeune, il est avec nous sur le plateau. Monsieur Patrick Netiego, l'entrepreneuriat jeune et l'emploi jeune, où se situe la différence? Ah, c'est une très bonne question. Où se situe la différence entre l'entrepreneuriat jeune et l'emploi jeune? Bon, disons que, comme elle le disait tout à l'heure, l'emploi, c'est un travail, de façon basique. On peut travailler ou on peut travailler comme salarié auprès de l'administration, la fonction publique, auprès du secteur privé, puisqu'on parle de l'État et du secteur privé. Maintenant, dans un autre sens, on a l'auto-emploi. Ça veut dire que le jeune décide soit de mettre une activité qui génère des revenus. Le terme ici, c'est se mettre à son propre compte. Oui, effectivement, se mettre à son propre compte. Maintenant,
Parmi les mécanismes de se mettre à son propre compte, il y a donc l'entrepreneuriat. Parce que vous allez écouter beaucoup de concepts, notamment businessman, commerçant. Mais le cœur maintenant de l'entrepreneuriat, c'est la création de la richesse. Et ce n'est pas dans les différentes activités qui sont mises en place, ce n'est pas tous les jeunes qui créent de la richesse, qui apportent cette valeur ajoutée via un service, via un produit. Donc il y a entrepreneuriat dans son essence quand il y a création de la richesse. I'd like to ask a question to Moise Zieman. We're talking about young people creating riches. What, as a statistician, macroeconomist, do you do to help young people to know, first of all, because you mentioned something that there is a difficulty in having a job or to create a specific job because there are diverse maybe means to have a job that you would like to have. What do you do, or what do you do as a consultant in order to make young people to create jobs? Thank you very much. Je crois il y a deux choses. Il y a l'entrepreneur jeune, cela veut dire c'est le créateur d'entreprise. C'est ça, quand on dit l'entrepreneur jeune, c'est celui qui crée l'emploi. Donc l'employeur, c'est le créateur de l'emploi. Il y a l'emploi jeune, ça veut dire que c'est-à-dire que le poste de travail qui a été créé, n'est-ce pas, est géré par un jeune, c'est-à-dire par un jeune, donc je crois 18 ans, 5 ans. Donc, première chose, c'est ça la différence. Comment donc on doit faire pour pouvoir amener les jeunes, par exemple, à créer des entreprises? Pour amener les jeunes à créer des entreprises, il y a d'abord le premier basique, c'est quoi? C'est d'abord la formation. Mais cette formation doit s'appuyer sur l'éducation. Je vais vous dire, dans certaines sociétés, on commande déjà à l'enfant à lui dire comment épargner. Donc on lui achète, disons, c'est souvent une petite caisse. On appelle sur les... Voilà. Et l'enfant, sur l'argent de beignet, par exemple, l'enfant commence à mettre quelque chose là-dedans. Vous voyez, ça veut dire que l'enfant commence déjà à épargner. Il met quelque chose là-dedans. Et à un moment donné, donc après une période, on casse. L'enfant voit, si vous voulez, ce soit un déboulement de montant. Deuxièmement, on amène aussi l'enfant aux travaux manuels, à faire les travaux manuels. Parce que c'est ce contact fort avec la nature qui amène l'enfant à voir les problèmes. Parce que l'entrepreneuriat vise à régler des problèmes. C'est pas, vous voyez, c'est les problèmes des gens, ainsi son propre problème. Donc l'enfant commande avec cette éducation dans la famille. Donc quand l'enfant sait comment épargner, quand il sait comment il y a des problèmes, comment les résoudre, donc il a déjà en lui, n'est-ce pas, je pourrais dire ce formatage, n'est-ce pas, de chercher maintenant, quand il aura la formation nécessaire, de chercher à regarder la société pour voir quels sont les problèmes que la société affronte. Et trouver donc qu'est-ce qu'il peut donc faire pour amener la société à résoudre ça. C'est ça la question, n'est-ce pas, donc, de l'emploi. Bien entendu, c'est ça, mais d'une part. D'autre part, maintenant, il faut qu'il soit accompagné dans cela. Parce que, et c'est ça que nous allons voir tout à l'heure, toutes les mesures que l'État a mises en place. D'ailleurs, notre collègue va bien nous dire ça. Toutes les mesures que l'État a mises en place pour accompagner, assister le jeune, pour que le jeune puisse, n'est-ce pas, pouvoir donc, par rapport à les aptitudes, par rapport à la formation qu'il a, créer l'emploi. Créer l'emploi. Et bien entendu, quand il a créé l'emploi, il peut recruter soit des jeunes, soit des adultes. Voilà. That goes concerning, he was talking about education, related training. What, as a teacher, what do you tell your students in order to have a job? You're an economist. It's not easy every day. He was talking about having money, to put money in a box or where you can save money in order to create your job. What do you tell them? Ben, en tant qu'enseignante d'universitaire, ce qu'on peut dire, ce que je dis naturellement à mes étudiants, c'est que l'État d'abord n'a pas vocation à créer des emplois. C'est le secteur privé qui crée des emplois. Et pour parvenir au secteur privé, il faut avoir une formation adéquate qui réponde aux besoins de ce secteur spécifique. Alors, du côté public, généralement, les formations académiques, elles sont basées plus sur le cadre d'analyse, l'adaptation des jeunes et généralement la compréhension du monde réel. Il n'y a pas une formation spécifique qui permet aux jeunes
de répondre naturellement aux besoins du secteur privé. Alors, je dis à mes étudiants, il y a ce qu'on appelle l'auto-apprentissage. Ils peuvent apprendre naturellement par eux avec la digitalisation numérique. Ils peuvent apprendre avec des formations techniques pour pouvoir être disponibles immédiatement sur le marché de l'emploi. Docteur Lembo, vous ne partez pas encore. Avant de faire la pause pour la première partie de l'émission, voici trois termes qui se côtoient. Il a d'un côté l'État, c'est-à-dire que celui qui fixe le cap. Le président de la République en est le tenancier ou alors est celui qui fixe le cap. Il y a le secteur privé qui vient en appui parce qu'il bénéficie, on va le dire un peu plus long tout à l'heure dans le cadre de l'émission, il bénéficie des mesures incitatives de l'État. Et puis il y a donc les jeunes. Vous êtes dans l'économie du développement. C'est votre spécialité. Vous avez dit tout à l'heure, économie du développement. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'odeur alors des difficultés que les uns et les autres ont aujourd'hui à ceux qui veulent une place au soleil? Je voudrais parler ici à s'auto-employer, à être des jeunes dans l'emploi pour leur propre compte. Alors, sortir de ce sentier battu de permettre aux jeunes de s'auto-employer pour qu'un jeune puisse s'auto. Donc, pour dire ça simplement, qu'est-ce qu'on fait dans l'économie du développement? Dans l'économie du développement, on apprend aux jeunes on met en place des facteurs qui permettent à la société de quitter de la station de la pauvreté pour aller vers le développement. Comment sur quoi s'appuyer en fait pour pouvoir permettre à une société de se développer? Sur quels facteurs on peut se baser pour permettre, par exemple, un facteur que l'on a beaucoup chez nous en Afrique, c'est la terre, l'agriculture. On peut s'appuyer dans l'agriculture pour pouvoir permettre le développement d'un pays. Mais pour ça, il faudrait qu'on montre que ce secteur n'est pas un secteur périssable, un secteur peu rentable. Il faudrait parler de ce secteur comme un secteur d'agro-business, un secteur de transformation et un secteur qui donne une valeur ajoutée pour pouvoir permettre aux jeunes de s'orienter vers ce secteur-là. Très bien, Audrey, la suite de l'émission. Yes, so now we are going to take the first part, and I would like to ask this question to Patrick Wetego. You have a software that you created maybe 5 years ago. Is it payable? Do you pay in order to get access to that software, or what is the essence of that software for the young people who are looking for jobs? Ok, merci beaucoup parce que c'est une solution qui pour nous répond à un besoin, au moins à un triple besoin. Et comme je le disais tout à l'heure, la question de l'employabilité, c'est pas une question sectorielle, c'est une question de stabilité nationale. J'insiste là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité de représenter quand même les jeunes. Donc, j'ai envie de dire que je me dois de dire les choses comme il faut et de présenter les réalités sur le terrain. Avant toute chose, je pense qu'il y a une clarification qui s'impose. Parce qu'on a parlé d'État, on a parlé de secteur privé, on a parlé d'employabilité. Et employabilité est différent d'emploi. Okay. Il faut What's the préciser d'entrée difference? de jeu. Donc, lorsqu'on parle d'employabilité, il y a au moins 4 éléments qui entrent dans la construction de ce qu'on appelle l'employabilité. Le premier. Et peut-être avant d'arriver en ce qui concerne le premier, ça ne concerne pas uniquement les chercheurs d'emploi, mais aussi des personnes qui sont déjà employées. Parce que l'employabilité, c'est la capacité à être employable. Ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que c'est l'aptitude qu'a quelqu'un à trouver un emploi. Okay. Donc, est-ce que vous avez l'aptitude, est-ce que vous avez les qualifications, est-ce que vous avez la compétence et l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'emploi auquel vous aspirez? À côté maintenant de cette aptitude-là, on a la capacité à préserver son emploi. Ça entre dans l'employabilité parce qu'un fonctionnaire qui ne fait pas un recyclage, en réalité, n'est plus employable. Parce qu'il n'a pas dans son esprit ces contraintes de l'employabilité. À côté du fait de pouvoir conserver son emploi, il y a cette capacité à pouvoir s'adapter à l'environnement du travail. Comme on le disait tout à l'heure, nous sommes à l'ère du numérique. Les administrations aujourd'hui sont en train de faire des sessions de renforcement de capacité pour pouvoir permettre à un DG qui utilisait, l'imprimante de dernière génération, à pouvoir utiliser son téléphone pour envoyer des mails. Je vais peut-être m'arrêter à ces 3 éléments pour dire que l'emploi, c'est le travail. C'est ce que tu fais par ta main. Pour revenir à ce que l'expert, l'aîné, M. Moïse disait tout à l'heure, pour être terre à terre, qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains?
Et comment, à partir du gâteau que tu sais faire avec tes mains, des nattes que tu sais faire avec tes mains, tu peux pouvoir proposer à, par exemple, Audrey, je peux te faire une coiffure et en contrepartie, tu me donnes 2000. C'est ça la valeur ajoutée, c'est ça créer en fait de la richesse. Et de manière basique, c'est ce qu'on devrait, ou encore c'est ce qu'on est dans le processus pour apprendre cela aux jeunes. Maintenant, en revenant en ce qui concerne l'application, nous avons créé l'application REC, qui signifie Rencontre Entreprise Étudiants. C'est une application qui répond, comme je le disais préalablement, à au moins 4 besoins. Le premier besoin, le docteur relevait le fait qu'il y a une inadéquation entre la formation et le besoin des entreprises. Bon, aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur. J'ai 2 structures. Et nous prenons généralement des stagiaires, même académiques. Il est difficile aujourd'hui pour une entreprise de former des stagiaires. Parce qu'il faut le dire, je prends n'importe quelle entreprise. Tu dois laisser ton travail pour donner l'instruction à un stagiaire qui est supposé connaître parce qu'il a appris cela à l'école. Donc, du coup, ça devient une double difficulté, un manque à gagner pour toi. C'est pour ça que, par exemple, à Freeland aujourd'hui, à Pôle Focam, où ils prennent des jeunes, ils forment et après, ils vont recruter. Si vous remarquez, c'est dans cette dynamique-là. Bon, maintenant, l'application que nous avons, le premier élément de l'application que nous avons, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ça permet de faire le profilage des jeunes, scolarisés ou non. Ça met en avant les compétences académiques, ça veut dire le diplôme. Ça met en avant l'expérience, ça veut dire on dit, OK, tu n'as pas de diplôme, qu'est-ce que tu sais faire? Parce que, par exemple, on peut avoir besoin de quelqu'un qui s'est présenté, mais qui n'a pas fondamentalement, il n'est pas sorti fondamentalement de l'ESTIC. Mais lorsqu'il parle, on l'écoute. Je suis en train de parler, vous m'écoutez. Mais je n'ai pas une formation à l'ESTIC. Donc, il y a ce profilage. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça te permet en fait de dire le pourcentage de compétences qui répond aux besoins de l'offre de l'entreprise qui a également son compte dans la plateforme. Très bien. Thank you. Vous êtes super, CTV, vous regardez Dynamique Jeune. Le thème au cœur de cet échange, c'est l'État, le secteur privé et l'emploi jeune. Nous marquons une pause et nous revenons pour la première partie de cette émission. Nous sommes donc de retour sur le plateau de cette émission. L'émission, c'est Dynamique Jeune. Le thème au cœur de l'échange, l'État, le secteur privé et l'emploi jeune. Dans cette première partie, nous parlons du rôle de l'État et des institutions publiques dans l'emploi des jeunes. Nous avons à côté de nous Mme Stéphanie Inès qui vient du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La première question, qu'est-ce que fait l'État pour les jeunes? Parce que quand on parle de l'emploi des jeunes, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Le problème ici, c'est le chômage. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que fait l'État pour subvenir à ça? Pour parler simplement. OK. C'est beaucoup de choses à dire parce qu'elle fait beaucoup. Mais j'ai envie de dire que cette vision du président de la République par rapport au permis des jeunes est matérialisée dans le document de stratégie de développement SND 2030 que tout le monde peut avoir accès, qui dans le pilier qui parle de l'emploi et de l'insertion professionnelle, également le pilier qui parle du développement du capital humain, cette stratégie est vraiment largement développée. Maintenant, donc, de façon concrète, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que j'ai pu identifier pour pouvoir présenter ici? Je veux dire d'abord que pour répondre d'abord au problème, tout à l'heure, j'ai fait cas de ça, le problème de création des emplois et tout, ou alors de diversification des emplois. Nous allons dire que dans la stratégie de développement, SND 2030. Vous disiez tout à l'heure que pour parler de ce que fait l'État, il faut déjà savoir où se trouve le problème. Je parle de le premier problème est donc la faiblesse de la création d'emplois, également une faiblesse de la diversification économique. Qu'est-ce que l'État fait par rapport à ce premier problème? Donc, l'État promeut l'emploi à travers les projets d'investissement public. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre ce que nous appelons l'habilitation sensible à l'emploi, qui fera que pour que chaque projet d'investissement public puisse passer, qu'on regarde vraiment si
l'emploi, que ce soit les emplois directs, que ce soit les emplois indirects, que ce soit le nombre d'emplois que ce projet peut créer. Et encore, toujours dans cette promotion de l'emploi au niveau des investissements, le chef de l'État l'a dit dans son dernier discours de récemment qu'une part du budget d'investissement doit être consacrée aux approches IMO, c'est-à-dire l'approche à haute intensité de main-d'œuvre, qui renvoie à quoi? Qui renvoie à dire que dans un projet, il faudrait qu'on emploie la main-d'œuvre humaine pour permettre à ce que les jeunes puissent déjà avoir rapidement, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont même pas des compétences précises, qualifications, plus facilement avoir de l'emploi, que la rémunération puisse être faite rapidement, mais aussi qu'il y ait un transfert de compétences. Du coup, le jeune acquiert cette compétence en travaillant dans les différents projets. Deuxièmement, pour maintenant répondre au problème d'inadéquation formation-emploi, ce qui est un des problèmes vraiment très cruciaux, le discours du président de la République à la nation en 2024, il a instruit comment mettre en place le document de classification des emplois, métiers et professions au Cameroun. Ce document de classification et des emplois, métiers au Cameroun renvoie à quoi? En fait, il s'agit ici de la boussole ou alors d'un référentiel qui permet à ce que et l'État et les entreprises et les jeunes puissent parler d'un même langage, un langage commun. C'est quoi un métier? Quels sont les différents métiers que nous avons au Cameroun? Pour chaque métier, qu'est-ce que le métier est censé faire, dans les activités de ce métier, quelles sont les compétences qui sont adossées? Ça permettra que pour le jeune, qu'il puisse savoir déjà quels sont les métiers, les métiers, attention en fait, quels sont les métiers, les demandes en termes de métiers sur le marché de l'emploi. Ça permet à ce que le centre de formation professionnelle puisse savoir quelles sont les compétences, qu'est-ce qu'on doit enseigner dans ce métier. Ça permettra au secteur privé, aux entreprises, de pouvoir faire un recrutement, vraiment plus de recrutement flou, sachant que si j'ai besoin de tel métier, voilà les compétences qui sont attendues. Ça permettra même à nous qui sommes l'État, de bien manager la stratégie, à savoir que quels sont les métiers, attention, on doit orienter les formations vers quels métiers, quels sont les métiers émergents ou alors quels sont les métiers en déclin. Il y en a tellement, j'ai envie de dérouler. Ne vous essoufflez pas encore, très vite là. Attendez, on va revenir à vous tout à l'heure, puisque vous avez parlé déjà de ce que le président de la République a demandé, la mise en place d'un certain programme en 2024. Oui. On va revenir tout à l'heure pour que vous nous disiez exactement ce qu'on peut en tirer aujourd'hui comme bilan, puisque 2 ans après, nous sommes en 2026, 2024, 2026, 2 années, qu'est-ce qui a été fait concrètement au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? Où est-ce qu'on en est? Vous allez nous donner certainement le pourcentage. La même question, on dit, pour vous, qu'est-ce que l'État fait de façon concrète? Comment est-ce que vous observez, comment est-ce que vous vivez ce que l'État fait pour adresser la question de l'emploi jeune? Comme je disais, je pense que sur le plan, je vais prendre un peu Est-ce que vous avez le sentiment que qu'il y a des choses qui sont mises en place et comment est-ce qu'on fait pour se les approprier? Par exemple, on vous dit, il y a un projet, peut-être le PAGRU, tout le monde connaît. Il est là, c'est l'État qui dit, bon voilà, il y a l'emploi des jeunes qui fait problème, alors je mets sur pied le PAGRU. Est-ce que c'est suffisant? Bon, je dirais que l'État est dans son rôle d'organiser, de mettre en place des politiques. Le cadre institutionnel et le cadre juridique est posé suffisamment. Parce que, en dehors peut-être du PAGEU, au niveau du... Il y a beaucoup d'autres programmes. Oui, on a le PIASI, on a le FNE dont on parlait tout à l'heure, mais il y a un problème, l'information. Parce qu'on le disait tout à l'heure, le FNE, c'est le bras séculier de l'État dans l'opérationnalisation de toutes les mesures qui sont prises par le chef de l'État et par les différents ministères. Mais sauf que le jeune n'a pas un accès direct à cette information-là. On va dire, OK, le PAGEU, on connaît à suffisance, je vais parler des bavures, c'est-à-dire des jeunes qui ont effectivement pris l'argent, effectivement, mais ils ne sont pas allés faire ce pourquoi l'argent était destiné, ou même encore, j'ai envie de dire que des couloirs, mais on ne va pas forcément entrer là-dedans. Mais ce que je suggérais peut-être, c'est que vraiment le contact entre les organisations de la société civile surtout, qu'il y ait un contact qui soit maintenu, parce que le contact direct avec les jeunes, ce sont les associations, ce sont les organisations qui mènent des actions directes avec ces jeunes. Et donc, ils ont donc cette capacité, cette aptitude à pouvoir remonter les besoins réels au niveau du FNE, au niveau du PAGEU. Okay. Mr. Zeman Moise, what is the role that the government is supposed to play
with the private sector in order to make young people get jobs? Since you worked for the government and now you are also in the private sector. Yes, thank you very much. The role of the government is very important for job and employment creation. And si nous prenons le cas, par exemple, de l'environnement, parce que quand on parle des jeunes, le jeune ne vit pas seul. Le jeune vit avec les autres. Le jeune affronte les mêmes problèmes de route, les mêmes problèmes d'énergie que tout le monde. Donc, le jeune vit avec les autres. Donc, si on parle de l'environnement, il y a cet environnement qu'il faut donc améliorer pour permettre justement que le jeune puisse trouver l'emploi. Alors, cet environnement, il y a d'abord l'environnement institutionnel. Tout à l'heure, n'est-ce pas, notre collègue, elle a parlé de SND 30, qui est la stratégie de développement 2030, c'est 2020, 2030. Pour arriver à la SND 30, nous sommes partis d'où? Nous sommes partis du DSE 2010-2020. Évidemment, avant d'arriver au DCR, il y avait DCRP, qui était le document de réduction de pauvreté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement, par ses instruments, a voulu, n'est-ce pas, bien cadrer son action, trouver un cadre dans lequel, justement, les politiques concernant tous les secteurs, tous les cadres sociaux, notamment les jeunes, doivent être logés. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on a fait le bilan du DSE, on a vu que les objectifs de croissance qui avaient été prévus n'étaient pas encore atteints. Donc, on a pensé donc que, bon, OK, on passe donc à la stratégie nationale. Il vous souvient que le MINEPAD, récemment, lors des présentations de vœux, a fait l'évaluation à mi-parcours de la SND 30, donc qui allait donc de 2020 à 2025. Il est arrivé que, en fait, au lieu de 8,5% de taux de croissance qu'on avait prévu en moyenne, on était à moins de 4%. Donc, vous voyez, même là, les objectifs ne sont pas atteints. Bon, alors il se pose la question de pourquoi? Alors, quand on regarde, on sait que la SND 30 est assise sur les stratégies sectorielles et, n'est-ce pas, ministérielles, et sur les plans d'action triennaux. Cela veut dire quoi? En fait, sur le plan technique, le système était bien monté. Malheureusement, ce système n'a pas le résultat escompté. Alors, si on veut donc amener le savoir et ça escompté, il faut qu'il y ait enracinement du système avec les faits, avec les données. Alors, ça veut dire que pour les jeunes, par exemple, il faut connaître véritablement les problèmes. Il faut, le jeune de Marois, le jeune de Douala, ils n'ont pas pratiquement les mêmes problèmes, mais ils ont des problèmes. Il faut connaître ça. Alors, c'est pour ça que nous avions pensé que, est-ce qu'il n'est pas souhaitable que les CNDMT, là, avec les stratégies ne soient pas remplacés par les plans quinquennaux? Parce qu'il vous souvient que quand on fait un truc prospectif sur 10 ans, il faut avant d'arriver à 10 ans, voir comment on va faire en mi-chemin. Et organiser cette démarche à mi-chemin. Et avant, on faisait au Cameroun les plans quinquennaux. Et les problèmes étaient bien adressés et bien pointés. Et le plan quinquennal a été réalisé, vous savez, on avait des taux de croissance de chiffres. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable que maintenant, pour réaliser justement la stratégie... Vous faites déjà là des propositions? Je me pose des questions. Pour réaliser n'est-ce pas, une bonne stratégie, qu'on arrive donc à mettre en place les plans quinquennaux. Pourquoi nous parlons d'un plan quinquennal? Parce qu'en fait, les plans quinquennaux ont ceci d'avantage, c'est que son processus d'élaboration est un processus de dialogue social. Dialogue social, cela veut dire que ça part des villages, commission des villages, commission de l'arrondissement, département, jusqu'aux commission centrale et commission nationale, et puis des sectoriels. Donc, vous voyez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous allez arrêter un certain nombre de politiques à l'intérieur, un certain nombre de projets, toute la population va se reconnaître à l'intérieur. On ne va pas avoir la situation qu'on a eue avec l'évaluation de la SND 30 à mi-chemin, où 65% des Camerounais disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans les projets qui sont réalisés là-bas. Vous voyez, donc, cela permettait donc, c'est ça le socle. En ce moment, les problèmes des jeunes seront donc adressés
Ouais, d'abord par les différentes localités, parce que les jeunes là habitent les différentes localités du pays et les problèmes dans les différentes localités ne sont pas les mêmes. Très bien. Et puis, Sous la rouvaine des téléspectateurs, je voudrais qu'on recadre un peu la situation. Il est question ici de quoi au cœur de cette thématique? C'est-à-dire qu'on a les problèmes de l'emploi des jeunes. Il y a des jeunes qui sont formés, il y a d'aucuns qui se retrouvent dans le secteur informel, d'autres qui, de façon formelle, ont eu accès à quelque chose. Je vous dis, comme on écoute dans vos milieux des jeunes, il y en a qui sont partis à l'ENAM, peut-être, ou partis à, sont dans l'école normale, mais il y en a aussi qui n'ont pas eu de formation. Il y en a qui ont même eu des formations, sont allés à l'université, comme dans vos campus, mais sont ressortis de là avec des têtes trop bien pleines, mais également des bras cassés. Ils ne savent pas faire quelque chose. Mais l'État, de son côté, se dit, bon, voilà un problème qui se crée. Qu'est-ce que fait l'État et qu'est-ce que fait le secteur privé pour que le jeune puisse trouver une place au soleil? Voilà le cœur de la thématique. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'emploi. Comment est-ce que l'État fait? Il a pris en compte, oui, qu'est-ce qu'il fait pour l'adresser? Et au sortir maintenant, qu'est-ce que fait le secteur privé pour l'accompagner? Et le jeune en lui-même, est-ce qu'il se l'approprie? Oui. Voilà la question. Alors, on vous la pose maintenant. Comment est-ce que vous comprenez l'État? Est-ce que l'État, vous avez le sentiment que l'État prend les choses à bras le corps pour mieux adresser la question de l'emploi des jeunes? Pour parler de la question de l'emploi des jeunes, il faut déjà comprendre qu'il y a le chômage. Comment est-ce que l'État fait? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui sont faites? Si oui, lesquelles? Oui, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont faites et d'ailleurs nous le voyons très bien avec par exemple le programme d'insertion des jeunes lancé par l'État. Nous avons le programme par exemple de un métier, un jeune, un métier, un emploi. Ça, c'est un programme qui a été Vous êtes par exemple à l'université, il y a ce concept depuis un certain temps à l'université, on parle d'université, entreprise, faites autre chose. C'est quoi ce projet? Parlez-nous un peu de la réalité de ce projet-là. C'est quoi à l'université? L'université, je peux dire, l'université, c'est l'initiation, c'est l'éducation, en fait, de la jeunesse. Et cette éducation de la jeunesse, aujourd'hui, on fait comprendre aux jeunes que l'État n'a pas vocation à employer toute la jeunesse, en fait. Le président Lautrugue l'a dit, que l'État ne peut pas tout absorber. Justement, l'État ne peut pas tout absorber. L'État régule, l'État accompagne et l'État investit dans la formation. Et c'est au secteur privé qui est le véritable levier de la création d'emplois, de pouvoir absorber une grande masse des jeunes dans l'emploi en fait. Et maintenant, il faudrait que l'État puisse mettre en place un climat favorable à ce secteur privé. Très bien, on va revenir tout à l'heure sur cette cohabitation entre le secteur privé et le secteur privé. Madame Stéphanie Inès, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous plaignez de ce qu'on vous avait été coupé. Dites-nous maintenant, l'État a donc constaté qu'il y a un problème au cœur de la société. Just continue with the programs that Il fait quoi? you were mentioning. Oui, je vais Qu'est-ce que vous continuer. faites au ministère de l'Emploi et Je de vais la d'abord fonction très vite rebondir par rapport au problème d'information Allons-y. que mon jeune cadet, mon cadet là, a proposé, a relevé pour dire que l'État alors continue, intensifie la mise en place des centres d'information, d'orientation professionnelle qu'on appelle le SIOP. Vous avez le ministère que les jeunes aillent vers ces centres-là, ils auront l'information. Le chef d'État a dit que les jeunes sont maintenant acteurs. Ils ne sont que seulement bénéficiaires. Ils doivent aller vers l'information aussi. Ils doivent s'engager. Donc, ils aillent vers ces SIOP-là. Et je ne vais pas encore aller plus loin au niveau de la centralisation de l'information. Le chef de l'État l'a encore dit, de ce dernier discours toujours de 2024, il a demandé qu'on mette en place et qu'on opérationnalise ce qu'on appelle les bureaux d'emploi municipaux. Mais parlons de l'opérationnalité. Est-ce que je peux te permettre, parce qu'en même temps, nous sommes sur le plateau là pour informer, parce que les gens vont se les gens qui passent quand même d'informer. Ils vont vous demander mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas les descentes sur le terrain? Par exemple, les campagnes d'évangélisation, on va sur le peuple. Évangéliser les jeunes. On le fait. Ok. Vous parlez parlant seulement des BEM, là, des bureaux d'emploi municipaux, là, qui sont au niveau local, parce que là, c'est de la décentralisation. Donc, ce sont les bureaux, des bureaux des collectivités territoriales décentralisées. À ce niveau-là, même le jeune qui est à Ngelmondouga et tout ça, il a
accès à l'information. Donc, l'emploi n'est pas seulement, l'information sur l'emploi n'est pas seulement centralisée au niveau des grandes villes. Donc, ça rentre au niveau de la transparence et tout. Nous le faisons pour des campagnes. Il y a très récemment encore, nous avons organisé ce qu'on appelle Orfèvre Jeunes. Donc, une opération orientation, formation, emploi, vacances jeunes pour permettre déjà aux jeunes de les occuper pendant les vacances, mais surtout leur donner ce qu'on appelle une première expérience professionnelle. Encore qu'aujourd'hui, les entreprises n'arrivent pas à recruter les jeunes parce que ces jeunes manquent d'expérience. On avait demandé qu'ils vont acquérir cette expérience si on ne les prend même pas déjà en stage. Comment est-ce qu'ils vont faire? Donc, ce que l'État a fait récemment, c'est que, et que nous allons continuer à le faire, on doit le pérenniser, ce sont cette opération de mise en stage, l'immersion des jeunes, mais pas seulement pendant les vacances, on va le faire durant toute l'année. Tout à l'heure, Madame Linda, docteur Nomo, a parlé de un jeune, un métier, un emploi. Ça encore, c'est un nouveau programme, alors une nouvelle opération que nous avons mis en place au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui va également, nous allons également travailler avec les collectivités territoriales décentralisées pour prendre un jeune qui soit scolarisé ou non. Il aura droit à l'information, il aura droit à l'orientation qui parfois on semble négliger parce que lorsque le jeune n'est pas bien orienté, vraiment, tout ce qu'il va entreprendre sera voué à l'échec. Ça, c'est côté programme. Parlez maintenant des financements. Maintenant, pour ce qui est des financements, l'État a toujours mis, en tout cas, a mis à disposition des financements pour les jeunes à travers plusieurs projets. On a parlé du PAC tout à l'heure. Tout à l'heure, le collègue du FNE a parlé également des financements qu'ils offrent aux jeunes en emploi. Même comme ces résultats restent mitigés compte tenu de la modicité de ces financements. Is it accessible to everyone? Oui, c'est l'accès accessible. What are the requirements in order to have these finances? Quels sont les bons? Est-ce que tout le monde a accès à ces financements? Tout le monde Quelles sont les difficultés? A accès à ces financements. J'ai même vu les dire, je n'ai pas fini avec les financements pour le dire, que tellement le chef de l'État prend le problème des jeunes à cœur, que très récemment, dans son plan spécial de promotion de l'emploi, il a encore mis en place un fonds d'autonomisation pour l'emploi de 50 millions. Nous l'avons tous suivi. Maintenant, comment est-ce que les jeunes vont faire pour avoir accès à ces financements? Première des choses, les jeunes doivent d'abord monter des projets matures. Ils vont monter des projets matures. Donc, ce n'est pas chaque projet, tu vois. Non, les jeunes vont monter des projets matures. Et maintenant, ils ne doivent pas venir seuls parce que l'idée serait qu'ils se mettent un peu en coopérative, ensemble. Mais maintenant, ils viennent donc soumettre parce qu'il y a une caisse d'affectation spéciale qui va être mise en place pour pouvoir, et puis un comité, bien évidemment, pour pouvoir sélectionner les jeunes qui vont bénéficier de ces jeunes-là. Et j'ai même envie de dire par rapport à la transparence, toujours au ministère de l'Emploi, on a mis en place très récemment également une plateforme www.emploi-jeune.com qui permet que, quel que soit le jeune, tout le monde a accès, tout le monde peut soumissionner et même les critères de sélection, ça peut être vu de tous, toujours pour améliorer en fait ce critère. Merci beaucoup, Madame. Nous avons tellement à dire. Merci beaucoup, Madame. Nous allons aller à votre droite pour parler avec Monsieur Patrick Métigo. Dites-nous, quand vous écoutez, je vous ai vu sourire tout à l'heure, Oui. comme pour dire qu'il y a donc tous ces programmes, mais où sont-ils passés? Avez-vous le sentiment que les jeunes ont véritablement accès à ce programme? Qu'est-ce qui fait problème pour que vous ne soyez pas informés? Je veux même me demander si est-ce que le jeune se sent accompagné? Est-ce que je me pose des questions? Et reconnaissons déjà que tout ça existe, c'est mis. Non, oui, c'est la mise en place. C'est ça. C'est effectif. Parce que le thème aussi permet de se demander si l'État n'a pas échoué dans ce qu'il est en train de faire. Mais comme je dis, je me pose juste des questions. Non, l'État n'échoue pas. Oui, non, j'en viens. C'est pas une affirmation. OK. Mais effectivement, l'État ne peut pas échouer. L'État n'a pas échoué parce que l'État a pris un certain nombre de mécanismes et de dispositions. Mais qu'est-ce qui bloque? Parce que si on parle des questions d'employabilité aujourd'hui, ça signifie qu'il y a un problème. Il y a des mécanismes qui sont mis en place par-ci, par-là. Il y a de l'argent qui est disponible. On parlait de 50 milliards. Mais si effectivement la question de l'employabilité des jeunes se pose, c'est parce qu'effectivement les mécanismes qui sont mis en place, il faut les bonifier, il faut les parfaire. Moi, je prends peut-être la question de financement d'abord. Je suis entrepreneur. Je peux vous garantir que je disais aux TPE, PME que nous, on accompagne en tant qu'ANGEC, je leur disais qu'on me donne 2 milliards aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Parce qu'on ne donne pas de l'argent. L'argent construit l'être d'un entrepreneur. Je vais vous prendre, parce que je veux vraiment être terre à terre, parce que quand c'est un peu philosophique, j'ai l'impression que les jeunes qui vont nous écouter ne vont pas se retrouver
Et c'est peut-être cette petite difficulté que nous, on va parler de politique, de 50 milliards et tout. Parlez-nous un peu de votre réalité à vous. Ok. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes entrepreneur, Oui. And a student. vous êtes étudiant, Oui, et vous êtes dans la belle lancée, puisque vous êtes déjà doctorant. On se dit que voilà un bon candidat pour la continuation des enseignements, oui. perpétuer encore la connaissance sur le campus. Mais c'est tôt, vous décidez de vous tourner vers l'entrepreneuriat. Parlez-nous, qu'est-ce qui vous attire de ce côté-là? Les bancs, ils chauffent déjà, ou alors c'est parce que vous voulez avoir très vite le gars? And how do you merge both? C'est une question qui est excellente. Les bancs ne chauffent pas. J'aime la recherche. Disons simplement que dans un environnement comme le nôtre, lorsque nous sommes en train de faire de la recherche, on se rend compte que la recherche répond à un besoin. Parce qu'on n'étudie pas pour rien. Oui. Parce que c'est aussi ça l'une des difficultés qu'on a. Moi, en tant que jeune, je fais peut-être 15 ans d'études et je me rends compte peut-être que les études que j'ai faites ne répondent pas à un besoin opérationnel sur le terrain. Je me pose donc la question. Et quand je parle de besoin opérationnel sur le terrain, ça veut dire, lorsque je sors de la maison, ma mère va me demander, OK, je veux 2000 pour m'acheter de l'huile. Et si moi, en tant qu'étudiant, ayant un master 2, ayant une thèse de doctorat, ayant soutenu, je n'arrive pas à répondre à ce besoin, que je le veuille ou pas, honnêtement et sincèrement, je vais me poser des questions. Donc ça, c'est les premiers éléments, le constat qu'il faut faire. C'est une réalité, il faut l'accepter, c'est la vérité. Maintenant, à partir de là, l'État, au travers des différentes visions qu'on a établies et relevées tout à l'heure, on a parlé de la SND 30, il y a beaucoup de visions. L'État fait son travail. Moi, je pense on disait que le jeune aujourd'hui doit être acteur. Moi, je me positionnais là-dessus. Moi, je me rappelle, je suis allé voir mon directeur de thèse, le professeur Pekassa. Je suis entré dans son bureau, j'ai dit, professeur, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne m'a pas dit non. Il m'a dit, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez concilier les deux, l'entrepreneuriat et la recherche, parce que les deux sont importants. On ne va pas aller dans un État comme le nôtre aujourd'hui qui abandonne les études pour aller lancer des entreprises. Ce serait un discours qui ne passe pas, surtout quand on sait que les Camerounais sont des jeunes qui sont assez brillants. Maintenant, je reviens sur la question du financement. L'aîné du Minefop disait tout à l'heure qu'il y a 50 milliards. Il y a 50 milliards, effectivement. Comment l'avoir? On a parlé de comité de pilotage. Mais pour nous qui sommes des jeunes entrepreneurs, je vais chuter. Pour moi, par exemple, qui est un jeune entrepreneur, quand je mets en place une entreprise, je sais que ma première année, en termes de chiffre d'affaires, j'ai peut-être 2 millions. Si je monte un projet de 50 millions, je peux vous garantir que le marché, ma capacité de production, ceux à qui je vais vendre, je n'ai pas le développement suffisant pour pouvoir absorber les 50 millions. Dans le cœur, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question des personnes qui vont mettre en place ces projets. Il y a des gens qui mettent des projets qui n'ont aucune expérience sur le terrain. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on donne 50 millions à un jeune qui n'a même pas fait une initiative sur le terrain, j'ai envie de le dire, ça ne va servir à rien. Mais on a des structures comme la nôtre, l'Association nationale des jeunes entrepreneurs du Cameroun, ANGEC, on a des incubateurs aujourd'hui qui ont des jeunes qui ont des activités. On peut les voir. À ces jeunes-là, ils sont déjà suffisamment formés. Moi, j'en accompagne. À ces jeunes-là, on sait qu'on peut donner 20 millions, 25 millions parce qu'il a déjà prouvé qu'il peut faire. Et là, on est sûr qu'en mettant de l'argent auprès de ces jeunes, on aura un retour sur investissement. Okay, Zeman Moïse, if I can, since we are talking about what the role of the government is for youth employment, what do you think personally that the government has been implementing that has not been working and that you think the government should better do in order to help, to improve? Oui, merci beaucoup. Je vous ai déjà dit effectivement, tout à l'heure quand je faisais mon développement, c'était pour venir dire que l'État a fait beaucoup pour les jeunes. L'État a fait beaucoup. Sauf que tout à l'heure, il faut ordonner. Je prends par exemple, nous parlons tout à l'heure de comment faire pour que les jeunes accèdent à l'information sur ce que l'État a mis à leur disposition. Or, au ministère de la Jeunesse, il y a l'Observatoire national des jeunes. Et cet Observatoire national des jeunes a déjà inscrit 1 600 000 jeunes. Vous voulez parler de l'Observatoire national de l'emploi? De jeunes. Non, l'Observatoire national, il y a l'Observatoire national des jeunes. C'est au ministère de la Jeunesse, je sais, c'est très clair. Hein? Et je vous dis que parce que cet observatoire a été écrit, c'est pour voir justement comment les jeunes, n'est-ce pas, accèdent dans l'emploi, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes, est-ce qu'ils sont au courant des différentes initiatives que l'État a mises à leur faveur, C'est la question. Voilà. Et c'est ça, donc, cet observateur national des jeunes, je vous ai dit, ils ont eu
1 600 000 inscrits récemment, et 300 000 jeunes ont été accompagnés. Parce qu'en fait, ils accompagnent aussi les jeunes. Vous voyez, il y a plein d'initiatives comme ça. Vous allez au ministère des PME, vous allez trouver aussi un projet qui en faveur des jeunes. Donc, toutes ces initiatives-là méritent d'être coordonnées. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je parlais du plan quinquennal tout à l'heure. Parce que quand on fait un plan, c'est dans l'intérieur qu'on met ces coordinations. C'est pour ça que je parlais de ça. Donc, ça mérite donc d'être coordonné, d'une part. Et d'autre part, il faudrait que l'État, justement, engage davantage les grands travaux. Je dis pourquoi? Parce que vous allez prendre des jeunes qui sont formés dans des spécialités dont ils ne trouvent pas l'exécution sur le terrain parce qu'il n'y a pas un poste de travail correspondant à ce qu'il a appris. Il va rester à la maison avec une licence, il va rester à une maîtrise, ou quelqu'un, il a peut-être sa licence en géographie ou en droit, il est à la maison. Il fait le concours l'ENAM, Donc, il faut déjà qu'on amène les gens à comprendre que quand tu es formé, ce n'est pas uniquement pour faire le concours administratif. Tu peux aller faire certains travaux, moyennant des formations additionnelles, moyennant même son expérience. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait de travail manuel. C'est-à-dire, vous allez voir dans des chantiers, vous voyez un contremaître qui est là, mais qui n'est pas un maçon, enfin un ingénieur civil, mais le gars a visé ses coordonnées, une équipe, ainsi de suite. Donc, on ne reste pas donc à la maison pour pouvoir attendre. Donc, ça, alors, comment donc arriver à ça? C'est pour ça que les jeunes, il faut qu'il y ait une bonne communication sur toutes les initiatives que l'État a faites, pour que les jeunes sachent. Mais les jeunes aussi doivent faire un effort. Les jeunes doivent comprendre aussi bien que l'État est en train de faire, mais eux d'abord, en tant que jeunes, ils doivent comprendre qu'ils doivent s'accomplir eux-mêmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils doivent chercher à faire quelque chose pour n'est-ce pas, être considérés dans la société. Or, faire quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent abandonner la paresse. Parce que je vous dis, un des mots chez les jeunes, c'est la paresse. C'est que le gars, il a une éducation, ce n'est pas ça, il ne fait rien. Il aime, et ça, je vous dis, il aime aller de tante à oncle, n'est-ce pas, à cousin ou cousine, pour manger, pour dormir, et il ne fait rien. Deuxièmement, quand ce jeune est employé, en général, il y a beaucoup d'entreprises là qui recrutent les jeunes. Sauf que les jeunes gaffent énormément pour l'entreprise. D'abord, c'est une charge importante. Les jeunes ne comprennent pas que dans un premier temps, ils doivent suivre ce que l'entreprise dit et l'entreprise. Et quand le jeune arrive à monter, vous lui augmentez le salaire. Ça nous est arrivé. Augmenter les salaires à des jeunes dans la société. Vous savez ce qui est passé? Le jeune venait à 7h30, 8h, il était au travail. Et ainsi de suite. Mais le jour qu'on a augmenté son salaire, je vous dois qu'à 250 000, à 200 000 qu'on a donné, mais on le voit, il ne vient plus. Attends, c'est pour ça que pourquoi il était régulier maintenant qu'il a 200 000? Non, c'est qu'on nous dit, non, mais et qu'il les boit de nuit très tard. Donc, comme il n'avait pas suffisamment d'argent, on lui a en montant son argent, ça lui a donné l'occasion d'aller se distraire. Malheureusement, ça aussi, il n'a pas suggéré. Et vous voyez, et ça pose un problème sur son rendement. Donc, il y a toute une formation qu'il faut faire aux jeunes pour comprendre que lui-même, avant qu'on le prenne en charge, il doit pouvoir déjà savoir que c'est lui qui doit accomplir sa vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand on te lave, il faut aussi que tu te frottes le dos. C'est bien. Nous allons, docteur Nomo, on va revenir à vous. À l'université également, c'est un projet, c'est un programme que l'État met sur pied pour permettre à ces jeunes de se former, avoir des têtes bien pleines. Mais là-bas également, c'est là où on peut dire que c'est le moule même, ou alors le point de départ du chômage. Puisque parfois on est formé, il y a donc cette inadéquation entre l'emploi et la formation. À l'université, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça aujourd'hui? Nous sommes dans le septennat des grandes espérances. Qu'est-ce qu'on fait à l'université aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pense cette affaire? Est-ce qu'il y a là-bas des projets qui permettent aux jeunes de limiter la casse du chômage? Oui, à l'université, il y a des programmes qui permettent aux jeunes de limiter la casse du chômage, notamment. Ouais, il y a ces programmes. Il y a des programmes de formation professionnelle, comme vous avez si bien dit. Il y a un programme de formation professionnelle adéquat. Mais, Monsieur Constant, depuis on est en train de parler du problème d'emploi, je pense en réalité que l'enjeu ici, c'est pas
totalement l'emploi, parce que si on parle d'emploi, il y a l'emploi, mais l'emploi, il est plus dans le secteur informel. On parle de 80% des jeunes employés dans le secteur informel. Ce secteur qui est précaire, il ne donne pas assez de revenus, il est précaire et il n'a pas une durabilité en fait. Donc je pense que le véritable problème maintenant, ce n'est pas l'emploi, mais c'est avoir un emploi productif et décent pour un jeune pour pouvoir permettre à ce jeune de participer au développement et d'être un moteur de croissance pour le Ce pays. que je vais dire peut être un peu erroné, mais je voudrais le dire ici sous le contrôle du statisticien que nous avons sur le plateau. Il se passe que dans une publication de l'Institut national de la statistique, on constate que ceux qui sont beaucoup plus dans le chômage, c'est ceux qui sont des universités. Ça veut dire que les diplômés, là-bas, ont le pourcentage le plus élevé. Ceux qui n'ont pas été à l'école sont ceux qui émergent le plus dans la société. Statisticien que vous êtes, expliquez-nous un peu ce phénomène. Comment ça se comprend? On est à l'université, on est diplômé, mais on est beaucoup plus nombreux dans le chômage que ceux qui n'ont même pas traversé le CM2. Non, mais c'est simple. C'est le gars qui est à l'université, quand il a son diplôme, d'abord, il se dit, il est diplômé, et il se voit interdire lui-même certaines tâches qu'il ne peut pas faire. Il dit, attends, moi, je suis sur la même licence, maîtrise. Vous voulez que j'aille, n'est-ce pas, peut-être travailler dans une entreprise qui fait le nettoyage? Il dit, non, il ne veut pas le faire. Je veux dire, les choses, c'était pas le cas de gars qui a une maîtrise ou une licence en géographie, mais qui, dont un chantier est à côté de la maison, mais il ne peut pas aller dans ce chantier de faire du travail. Il préfère rester à la maison. Est-ce que c'est l'élève qu'il ne sait pas ce qu'on fait dans ce chantier-là? Non, il sait. Je vous dis simplement, non, franchement, les gars savent. Il faut, je dirais, donner certaines cultures de travail. C'est pour ça que le mot emploi, l'emploi c'est bien, mais moi, dans ma vision, je parle davantage du travail, donc activités qui produisent des biens et services, du travail. Parce que même quand on parle de chômage, donc vous avez parlé ça, j'ai montré que le chômage n'est qu'une paresse involontaire. Parce que Wait, you spoke about training as well. Yes. There is no training. How would that person be able to work? no, training is, first of all, they have to go for this, for the numerous schools the state put in place for them. But the problem is the information. Sometimes they don't have information. But no, maybe we have to organize our society so that the young people can have the information when the state did something for the young people. That is problem. Donc, problème d'information, c'est très important pour que les gens soient au courant, ainsi de suite. Mais je crois qu'aussi, nous n'inventons rien parce que j'ai dit, le ministère de la Jeunesse a mis des instruments en place pour informer les gens. Maintenant, le problème, c'est l'efficacité de ces instruments. Est-ce que ces instruments, comme l'Observatoire, par exemple, de la Nation de la Jeunesse, est-ce qu'ils font suffisamment pour que les gens soient au courant? Ils proposent aussi le problème de budget. Parfois, ils veulent faire, mais ils sont limités par le budget. Ça veut dire que quand il y a des instruments comme ça, l'État pourrait accroître, n'est-ce pas, le budget de communication. C'est important dans les différentes structures qu'il a mises en place. Parce que si les gens sont informés, ils vont peut-être aller prendre l'information. Okay. Bon, Madame Ban, cette question vous est destinée, puisque vous nous venez du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous avez dit tantôt qu'il y a des programmes. À côté de ces programmes, l'État s'est rendu compte que l'emploi des jeunes, il y en a qui veulent rentrer dans l'emploi, s'auto-employer. Il y a des financements. Mais la question reste posée. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Pourquoi est-ce que les jeunes ont du mal à financer leur projet? Ok, merci. Peut-être avant de répondre à la question qui m'est posée, j'ai d'abord envie d'ajouter un élément aux autres questions qui Ajoute. Oui, J'ai de la pousse. pour dire que pourquoi est-ce que les jeunes, on voit un taux de chômage plus élevé, c'est les jeunes diplômés. Voilà, pour dire qu'en même temps, ces jeunes ont des compétences qui ne sont pas requises, demandées par les besoins réels de l'économie. Donc, il faut d'abord commencer par, ne se former pas pour se former, on parle de changement de paradigme. Donc, on ne se forme pas pour se former. Aujourd'hui, il y a des masters, je ne sais pas, dans des formations d'enseignement général et tout ça. Aujourd'hui, le problème d'emploi, ça évolue. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Il y a la démographie qui augmente, il y a la technologie qui évolue, donc il faut s'adapter. Donc, avant de se former, il faut d'abord se renseigner quels sont les besoins réels de l'économie pour lesquels je dois pouvoir me former, d'où le problème d'inadéquation
formation, emploi. Je vais également rebondir sur la coordination des projets. Nous avons suivi tout à l'heure le directeur régional du FNE Littoral dans sa prise de parole qui a parlé du décret qui restructure le FNE et qui le met maintenant comme l'organe de coordination des projets et programmes gouvernementaux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a remarqué que lorsqu'on demande des informations, des données factuelles sur l'emploi, on ne les a pas. Et c'est pour ça qu'on a demandé au FNE de pouvoir coordonner donc tous ces projets et programmes gouvernementaux à l'effet de donner des réponses factuelles à l'instant sur les données sur l'emploi. Voilà, Maintenant- pour sortir, vous êtes donc du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous faites vous-même très bien de noter qu'il y a les masters en ceci, les masters en biochimie, les masters en histoire-géographie, les masters en trop de littérature. Qu'est-ce que vous proposez? On va sortir par là. Qu'est-ce que vous proposez pour avoir ce que vous appelez vous-même là-bas un savoir-faire? Qu'est-ce que nous proposons pour avoir un savoir-faire en dehors de ce que nous faisons déjà, parce que nous sommes au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, où on promeut la formation professionnelle. J'ai envie de dire qu'à l'époque de nos grands-parents, on ne parlait pas de chômage, parce que chacun avait un métier. Chacun avait un métier, on ne parlait pas de chômage. Je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci. C'est pour cela qu'on a mis en place ce programme, cette opération, un jeune, un métier, un emploi. Donc ça veut dire que quand tu es ton maçon, ne refuse pas, hein, encore que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, que tu saches faire quelque chose. Que tu as même l'apprentissage, même la fonction par apprentissage. Le jeune veut donc faire cette formation-là, il se dirige où? Je veux faire ça. Il se dirige, nous, déjà au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, on a des centres de formation, mais également des centres de formation privés qui sont agréés par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Audrey. Right. Yes, Constant, I think we'll take a little break and come back after this. Welcome back, ladies and gentlemen, on PRC TV. You are watching Youth Empowerment, and we are talking about the state, the private sector, and youth employment. Constant? Oui, nous sommes donc partis pour la deuxième partie de cette émission et le thème de cette autre partie de l'émission, c'est le secteur privé et l'entrepreneuriat des jeunes. Pour nous accompagner, alors, avant que pour planter le décor de cette deuxième partie de l'émission, nous allons prendre cet élément de reportage que nous propose Loris Kletadjian et qui parle donc de ce que fait le secteur, l'État pour inciter, ce que l'État prend comme mesure pour accompagner le secteur privé. L'un des goulots d'étranglement, disais-je, dans la mise en œuvre des politiques d'emploi jeunes au Cameroun est le grand déficit de collaboration entre le secteur privé et l'État. De ce début du septennat, Dieu des grandes espérances, le président de la République s'est engagé à inverser la tendance via des mesures incitatives appropriées. Loris Kletadjian. Dans son discours d'investiture le 6 novembre dernier à Yaoundé et son message de Nouvel An à ses compatriotes le 31 décembre 2025, le président Paul Biya a mis l'accent sur le développement de l'emploi jeune. À cet effet, il a décidé des exonérations fiscales en faveur des entreprises privées qui recruteraient des diplômés qualifiés de moins de 35 ans sortis des structures publiques et privées de formation professionnelle. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Nous avons certes beaucoup accompli, mais nous avons encore tant à réaliser ensemble pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Bon à savoir, les entreprises éligibles sont celles qui recrutent des jeunes en première embauche. Les exonérations concernent les contrats de travail directs et non la location de main-d'œuvre. Il faudrait ajouter que c'est en 2020 que le régime fiscal pour la promotion de l'emploi jeune prend un grand virage au Cameroun avec l'exemption des entreprises privées de toute retenue fiscale sur salaire au patronal. Par ailleurs,
le Fonds national de l'emploi met en place des programmes de parrainage où de grandes entreprises accompagnent de jeunes créateurs d'entreprises. Un grand appui à l'encouragement de l'auto-emploi jeune. Difficile aussi d'oublier le programme Un jeune, un métier, un emploi. Doté d'une enveloppe de 17,7 milliards de francs CFA, celui-ci vise à renforcer les compétences et l'insertion, particulièrement dans les secteurs agro-pastoral et halieutique. Bien plus, le gouvernement apporte des appuis au développement des compétences et des opportunités à travers des formations de proximité. Au cœur de cette stratégie se trouve la création des centres de formation pour jeunes peu qualifiés axés sur l'apprentissage pratique, les emplois verts et numériques pour promouvoir l'implication des jeunes dans le développement durable et l'économie numérique. Bien, de retour sur le plateau de Dynamique Jeune, nous parlons de l'État, le secteur privé et l'emploi jeune. Voilà donc dans le reportage que Loris Clétadian vient de nous donner, en guise donc d'amorce pour cette deuxième partie, il nous parle ici de ces différents programmes et surtout les mesures incitatives que prend l'État pour accompagner le secteur privé. Quelle lecture au sorti de ce reportage, M. Gémet? Non, mais en réalité, ça rejoint ce que nous avions dit tout à l'heure. L'État fait beaucoup pour l'emploi des jeunes. Maintenant, comme nous avions dit, il faudrait simplement que tout ce que l'État fait soit bien coordonné, bien entendu, le Fonds national de l'emploi qui va le faire prochainement, mais il faut aussi naturellement que, d'une part, les jeunes vont, n'est-ce pas, voir tout ce que l'État a mis en place, parce que ce n'est pas l'État qui viendra sortir dans chaque maison un jeune pour dire, viens ici, je vais te voir l'emploi, et ainsi de suite. Deuxièmement, il faudrait que nos universités et puissent, n'est-ce pas, revoir les programmes. Vous voyez, dans un ouvrage, je dis, le programme qui est bon, c'est celui qui est d'abord assis sur nos réalités. Parce que je prends un cas simple. Vous prenez par exemple des trucs comme l'histoire. Vous allez voir que 5% seulement à peine est sur nous. Vous regardez tous les programmes qu'il y a à l'université. Vous allez voir que beaucoup des éléments qu'on nous enseigne ne viennent pas de notre société. Donc, il faut donc qu'on observe bien nos sociétés et qu'on puisse mettre en place une règle de programme. D'ailleurs, dans un ouvrage, je disais que le 60-30-20, c'est bien, ça dit que dans une matière, n'est-ce pas, il faut que 100% relève de nous, de notre pays, de notre environnement, 20% relevant de l'Afrique et 10% relevant du reste du monde, de l'Afrique. Dès cet instant, le jeune qui est formé, dont il a des compétences, quand il sort, il sait que les problèmes à régler, c'est dans sa société. Il les connaît. Il peut donc les régler. Mais s'il n'a que la formation, d'ailleurs, ça va être difficile. Donc, je crois qu'il y a cela pour accompagner, n'est-ce pas? And what is the contribution of the private sector? Maintenant, la contribution du secteur privé, effectivement, le secteur privé, dans un premier temps, comme son rôle, c'est de pouvoir créer la richesse, le secteur privé. Mais le secteur privé doit créer sa richesse dans un environnement. C'est-à-dire, en fait, le secteur privé travaille d'abord à employer les gens. Et pour employer les gens, il faut que le poste de travail qui a été défini correspond aux qualifications qu'il a sur le marché. En ce moment, il emploie les gens. Mais ce que le secteur privé doit faire aussi, c'est qu'il faut qu'elle fasse un effort pour pouvoir former les gens. C'est comme un investissement. Quand vous prenez un jeune, sachez que ce que vous êtes en train de perdre pendant 1, 2, 3 ans, vous allez récupérer quand ce jeune sera bien outillé, bien formé dans l'entreprise dans les 3, 4, 5 années qui viennent. Donc moi, je crois que c'est ça. Et deuxièmement, le secteur privé, naturellement, a besoin que ses charges soient allégées. C'est-à-dire au niveau fiscal, par exemple, soit besoin que ces problèmes soient connus. C'est-à-dire qu'il faut relancer, par exemple, le dialogue public-privé. Vous savez pas, n'est-ce pas, CBS, là, tout à l'heure, n'est-ce pas? Il faut relancer tout ça pour que les problèmes que le secteur privé soient adressés là-bas, parce que de toute façon, l'État du Cameroun est toujours prêt à pouvoir répondre aux problèmes posés par le secteur privé. Patrick Metiogo, I want to know, since you have a company, how do you think companies can collaborate more effectively in order for the state to help them develop their enterprises?
Ok, merci pour la question. Je précise déjà que l'Association nationale des jeunes entrepreneurs du Cameroun est accompagnée par l'État. Peut-être sur le plan financier, on espère que ça va suivre avec les 50 milliards, mais nous avons tout un conseil consultatif. C'est le ministère des petites et moyennes entreprises, c'est le Minpostel. Maintenant, sur le plan privé, oui, nous avons des opérateurs économiques qui nous accompagnent. Nous avons une convention avec la Chambre des hommes d'affaires turco-camerounaise. Dans ces chambres-là, nous avons des opérateurs économiques comme Bocom, comme Dorf, comme Baba Dampulo. Donc, ce n'est pas toujours financier. Je crois que la crédibilité de l'organisation que nous, on a aujourd'hui vient du fait que quand on a un projet, comme celui de l'application, c'est parce qu'on part rencontrer ces opérateurs économiques, ils nous posent leurs besoins et nous positionnons un peu ce que nous faisons en fonction de leurs besoins et ils nous donnent beaucoup de conseils. Donc, la majorité des actions que nous menons en tant qu'organisation ou à un niveau personnel même, c'est parce que j'ai l'occasion de rencontrer un DOF devant moi et qui va me dire, jeune homme, voici ce que c'est que le business, voilà comment créer de la richesse. Donc, à ce niveau, je crois que le secteur privé vraiment nous accompagne. Alright. Madame Mbang, dans le reportage tout à l'heure, on a parlé de cette collaboration qui doit être efficace entre l'État et le secteur privé. Comment est-ce que l'État appuie le secteur privé et comment est-ce que les deux travaillent pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi? Ok, merci pour la question. Donc, je vais donc commencer par les micro-entreprises qui viennent déjà venir au niveau du ministère. Nous accompagnons à travers d'abord notre appui institutionnel. Donc, nous donnons l'appui institutionnel ou alors encore un appui technique. Maintenant, quand on va encore au-delà d'une des grandes entreprises, il y a les concertations entre les entreprises et les ministères sont davantage intensifiées. Donc, si vous suivez vraiment l'actualité, que ce soit avec l'ancien ministre ou le nouveau, il y a ces concertations-là qui se font alors. Et pourquoi ces concertations? Parce que on a dit tout à l'heure, lors de passage que nous venons de suivre, il y a des facilités fiscales qui sont accordées aux entreprises. Je vais m'aller plus loin. Dans la loi de finances 2026, on a même parlé des facilités douanières pour les entreprises privées qui font dans la formation professionnelle, ceux qui importent des équipements matériels. Et voilà. Tout ça, c'est une sorte d'accompagnement. J'ai même un point que j'ai envie de relever encore ici. Il faut dire que les entreprises qui emploient la main-d'œuvre étrangère également sont en concertation avec le MINEFOP. Pourquoi? Parce que dans cette main-d'œuvre étrangère, parmi les problèmes que nous avons voulu évoquer tout à l'heure, peut-être on nous a coupé, c'est qu'il y a... Évoquez-le maintenant. Vous avez la parole. Il y a un manque de compétences dans certains secteurs pointus, peut-être dans le secteur minier, pétrolier. Nous n'avons pas ces compétences. On est obligé d'employer la main-d'œuvre étrangère. Nous la voulons transitoire. Donc, les concertations que nous avons avec les entreprises privées qui emploient la main-d'œuvre étrangère, c'est que ces entreprises payent des taxes sur ces visas des étrangers-là de 2 mois qui permettent ici-là non seulement de renflouer le trésor public, mais de financer la formation professionnelle et même l'emploi. Et encore, dans son dernier discours aussi en 2024, il a demandé qu'on mette en place le cadre réglementaire qui régit l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Les primo-demandeurs d'emploi manquent d'expérience professionnelle. Ils font passer cette expérience professionnelle auprès des entreprises. Donc, dans cette collaboration avec les entreprises, l'entreprise va recruter cette main-d'œuvre qui est, je veux dire, encore amatrice et tout. Et maintenant, de l'autre côté, les jeunes vont acquérir les premières expériences professionnelles et l'entreprise, quant à elle, on va faciliter, bref, il y aura les charges fiscales et sociales même qui pourront lui être facilitées. Donc voilà un peu la collaboration. Nous sommes déjà en train d'aller presque au terme de cette émission. Monsieur Gémen, cette question vous est posée. Vous êtes un homme de terrain. Après avoir travaillé pendant beaucoup d'années dans le secteur public, vous êtes aujourd'hui un consultant par le biais de votre cabinet. Dites-nous de façon, sur le plan personnel, quelles sont les initiatives que vous mettez en œuvre pour aider l'État à donner l'emploi aux jeunes? Oui, merci beaucoup. Ce n'est pas une aide, c'est un partenariat pour accompagner. Oui, non. Terrain populaire. Nous essayons de faire des études sur justement ces questions et par des notes, puisque j'en ai fait des notes, nous essayons d'informer le ministère en charge de la question sur ce qui est lieu de faire. Et nous sommes arrivés à un moment de constater qu'en réalité,
le problème du chômage à des secteurs comme tel ne peut avoir que des résultats limités. Parce qu'en fait, nous avons fait une étude pour savoir si le mot chômage existait dans notre culture. Donc, vous prenez la langue, ça, vous prenez toutes les langues. On a cherché à voir le travail, la paresse, et l'emploi et le chômage. Voilà les quatre qu'on a. On a donc pris toute notre langue et on a examiné. On a vu que dans notre langue, le mot travail existe, le mot paresse existe, le mot chômage n'existe pas. Le mot emploi existe par une combinaison, par une phrase, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison. Donc, cela veut dire quoi? C'est très important. Cela veut dire que dans l'esprit de nos sociétés, on ne comprend pas qu'un individu qui a ses bras, ses pieds, sa tête, puisse rester à ne rien faire. Donc, le problème, c'est quoi? C'est d'adresser ici la question du travail, d'amener les jeunes à travailler. Et pour le régler, comment le faire? Comme d'ailleurs, heureusement, notre recensement général de la population et l'habitat avait justement mis une question sur les personnes oisives, dont on a sur le plan statistique des éléments pour nous la politique. Donc, ce que l'État devait faire, et ça concerne les jeunes, c'est de pouvoir adresser la question de ce que nous on a appelé par les chômeurs, en fait, parce qu'il y a la paresse involontaire et la paresse volontaire. C'est-à-dire que le chômage, c'est considéré comme paresse involontaire, parce que vous n'arrivez pas à trouver l'emploi, vous êtes peut-être licencié, vous recherchez l'emploi, ça, vous ne faites rien parce que il y a des contraintes. Alors que le chômage volontaire, c'est que vous décidez de ne pas travailler, vous décidez de ne pas faire d'efforts, au moins difficulté, vous restez tranquille. Donc, cela va permettre à l'État, d'adresser ces questions, donc de faire une politique globale. Ce n'est pas une politique globale de travail, et de rechercher le plein travail qui va donc englober le plein emploi. Et ça, vous voyez, en ce moment, ça devient donc une affaire du gouvernement. Vous êtes en train de parler là du gouvernement. Voilà. Le secteur privé, maintenant, le secteur privé a face à lui un jeune qui n'a pas d'emploi. Oui. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il accompagne? Non. Quelle est la stratégie que vous mettez sur pied pour l'accompagner? Bon, je vous donne l'expérience. Quand un jeune arrive, et nous avons recruté, il y a d'abord au sein de l'entreprise, on fait un programme de formation. D'abord sur l'environnement de l'entreprise, parce qu'il faut que les jeunes sachent quel est l'environnement de l'entreprise, les questions de discipline, de ponctualité, sur la manière de traiter les dossiers, sur les objectifs à chaque dossier. Ça, il y a une période, parfois 1 mois, parfois ça peut même 2 mois, ça dépend du niveau, de formation au sein de l'entreprise. Pendant cette période, je vous ai dit, pendant cette période, le nouveau employé, il commet beaucoup de gaffes. Mais je dis, tout ça, on remet ça, on calcule ça pour mettre dans l'investissement que fait l'entreprise. Donc, une fois qu'il a fait ça, en ce moment, on le positionne sur des postes. Mais cette fois-là, avec des engagements. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises privées qui ont pris des gars, qui les ont formés pendant un temps. Après, un jour, le directeur de l'entreprise arrive, on lui dit tel est où? On ne le sent pas. Il est où? Après, il apprend qu'ils sont au Canada. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire que, et là, il ne peut rien. Donc, vous voyez, il ne peut rien. Donc, c'est pour ça que dans certaines entreprises, quand on vous donne une formation pointue, vous avez un engagement. Vous signez un engagement avec nous, pas pour 10 ans. L'engagement décennal. Bon, donc, on va vous garder. Donc, voilà cela. Donc, le secteur privé ne peut que puisque le secteur privé a besoin d'une main-d'œuvre, naturellement, a besoin de la force du travail pour pouvoir produire. Donc, ne peut que accompagner cela. Et nous avons d'ailleurs mis en place un système qui est important, qui était, n'est-ce pas, l'opérationnalisation de l'employabilité. Parce qu'en fait, quand on n'a pas l'employabilité, là, les gars sortent là-bas. Vous voyez un gars, même on l'a appris, n'est-ce pas, à faire, par exemple, un modèle, ou même, supposons un comptable, un logiciel, c'est comptable, par exemple, tout ça. Mais quand le gars arrive dans l'entreprise, vous ouvrez l'ordinateur, mais le gars ne peut pas vous sortir, n'est-ce pas, un compte. Oui, c'est difficile, le gars. Donc, il y a une période, toute cette période est importante. Donc, si l'entreprise, certaines entreprises, forment les gars, maintenant que face à la réalité, dans l'environnement de l'entreprise, voilà comment ils vont le faire et puis ça va booster un peu l'emploi. Docteur Nomo, vous êtes chargé de cours d'économie à l'Université de Yaoundé 2 et vous avez dit au micro tout à l'heure que vous avez choisi pour spécialité l'économie de développement. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour amener le jeune lui-même à s'auto-employer? Qu'est-ce que vous donnez à un jeune aujourd'hui comme conseil pour qu'il soit utile à lui-même et à la société?
Est-ce que je pense un conseil qui soit utile par la société? Là, Jeune je d'emploi. vais pas, en termes d'emploi, Ils ne dorment pas à longueur de journée. ouais, là, je vais pas parler en tant qu'universitaire, là, je vais carrément quitter le volet universitaire, parce que si on parle du volet universitaire, c'est vraiment cette formation académique que nous sommes en train de donner ses limites, en fait. Le conseil que je pourrais donner à un jeune aujourd'hui pour s'auto-employer, c'est d'abord de s'auto-former. Il y a des formations et des apprentissages. Aller vers des secteurs de la technique. Donc, c'est-à-dire améliorer l'apprentissage technique, en fait. Parce que lorsque on apprend un métier, on est facilement disponible pour l'emploi. Et non toujours... vous étiez en train de parler des limites. Vous avez parlé d'un sujet très intéressant. Vous avez dit que il y a eu remarque que les jeunes qui sont diplômés ont plus de difficultés dans le secteur de l'emploi, en fait. C'est vrai, c'est tout à fait normal. C'est même un constat très normal parce que, en fait, les formations académiques aujourd'hui ne répondent pas à un besoin spécifique du secteur privé. Donc, il faudrait créer une interface d'abord entre le jeune, le secteur privé et l'université. Revoir nos programmes universitaires en fonction des problèmes du secteur privé. C'est un peu ça. Maintenant, en tant qu'universitaire qui est dans l'économie du développement, parce que nous allons sortir par là, dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la formation professionnelle des jeunes. Pour améliorer la formation professionnelle des jeunes, pour éviter le chômage, premièrement, il faudrait d'abord revoir nos programmes académiques. C'est-à-dire mettre dans le cursus scolaire, le cursus académique, des programmes spécifiques à l'emploi des jeunes et aux besoins réels de la jeunesse. Deuxièmement, il faudrait encourager ces jeunes à aller dans un apprentissage des métiers, en fait, des métiers disponibles. Troisièmement, je dirais d'aller à la recherche de la bonne information. D'aller à la recherche de la bonne information. Et pour aller à la recherche de cette bonne information, je suggérerais aux gens de mettre cette information dans des plateformes digitales parce qu'aujourd'hui, le jeune, il est plus digital qu'un papier numérique. Par exemple, une information qui se retrouve dans Cameroun Tribune, c'est pas facile pour un jeune d'accéder à ça, en fait. Il est plus facile pour un jeune d'aller sur une plateforme numérique. Donc, il faut numériser l'information pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir accès à cette information. Okay. Madame Bang, on va sortir par vous. On est presque à la fin de cette émission. Et vous nous venez du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour parfaire la formation professionnelle et éviter aux jeunes le piège du chômage? Pour parfaire la formation professionnelle, je dirais d'abord que le problème de la formation professionnelle que nous avons, c'est, comme j'ai dit, l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc, les formations doivent être orientées vers les besoins réels de l'économie, donc vers la demande d'emploi. Qu'est-ce qu'on demande sur le terrain? Donc, lorsqu'on aura résolu ce problème d'inadéquation formation-emploi, je pense qu'on aura résolu peut-être à 80% le problème de formation professionnelle. Et maintenant, donc, et aux jeunes, parce qu'il y a ce problème-là, et aux jeunes de s'engager, aux jeunes d'aller vers l'information, aux jeunes de saisir les opportunités parce que les politiques publiques ouvrent leurs portes, présentent les opportunités. C'est aux jeunes d'aller vers l'information. Le président l'a dit, c'est aux jeunes de saisir ces opportunités-là, de s'engager, de s'adapter, de rester persévérant parce que même en termes d'entrepreneuriat, ce n'est pas au premier coup qu'on va réussir, d'être résilient. Donc, il faut que ces jeunes-là aient ce mindset-là, comme on dit, qu'il soit, un lion indomptable, même en termes de questions d'emploi. Okay. Monsieur Tinigou, le dernier mot, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour parfaire la formation professionnelle? Vous êtes un homme de terrain. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à ces jeunes aujourd'hui qui sont confrontés au manque d'emploi? Donc, je dirais que chaque jeune doit être responsable à un niveau personnel du développement du Cameroun. Je précise et j'insiste. Chaque jeune pris individuellement doit être responsable. Je pense qu'on ne peut pas prospérer dans un pays qu'on dénigre. Aujourd'hui, les jeunes ont tellement de compétences.
Les jeunes ont tellement, en termes de potentiel, en termes de profil, c'est extraordinaire. Je vous parlais de l'application, c'est un jeune qui l'a fait, c'est un jeune qui l'a conçu. Mais malheureusement, aujourd'hui, moi, j'aime mon pays, j'aime le Cameroun. Et j'ai envie de dire que c'est à nous de développer le pays. On a besoin peut-être d'être accompagné par le secteur privé. L'État fait son travail. Mais j'insiste sur le fait que tous les jeunes, à l'heure actuelle, en 2026, doivent avoir la posture que les opérateurs économiques travaillent ou ne travaillent pas. Nous, on doit se lever chaque matin pour construire notre pays parce que personne ne viendra construire ce pays à notre place. Parce que c'est nous qui allons rester. Et on doit être conscient là-dessus et commencer à créer de la richesse. Je ne veux pas aller, mais je suis convaincu que si nous, en tant que jeunes, on se positionne dans ce mindset-là, forcément, le développement va prendre. Okay. Audrey, nous sommes arrivés au thème d'émission. Yes, Constant, we are at the end of our program, and it is clear that youth employment is a shared responsibility. The state, though its policies and support mechanisms, the private sector, through its dynamism and capacity for innovation, and young people themselves through their creativity and entrepreneurial spirit, must join hands in order to build our society. Ladies and gentlemen, this is the end of our program, Youth Empowerment, the state, the private sector, and youth employment. Have a good day, God bless you, and take good care of yourself, and stay tuned on our programs on PRC TV.